Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous êtes une enfant de la balle qui a botté en touche avant de revenir sur le terrain pour atteindre votre but. Une seule journée devrait maintenant vous occuper pendant de nombreuses soirées. Bonjour Gaëlle Billaud-Dano. Bonjour Jacques. Alors, vous êtes une comédienne très particulière, vous avez un parcours totalement atypique. Vous allez jouer la journée de la jupe, un sujet ô combien d'actualité au Théâtre du Bélier à partir du 18. Et avant d'évoquer cette pièce, on va évoquer votre parcours et surtout un parcours familial, car vous appelez Billaud, mais aussi Dano. Et la première date que j'ai choisie, c'est le 13 juin 1959. Ça vous dit rien, vous n'étiez pas né, mais c'est une émission qui s'appelle L'École des Vedettes, où quelqu'un chante ceci. En casquette à galons dorés, en capote à boutons dorés, tout au long des jeudis sans fin, vous voyez passer les orphelins. Jacqueline Dano, votre mère, chanteuse qui débute ce jour-là à l'École des Vedettes, où a débuté Johnny Hallyday quelques temps plus tard, parrainée par Charles Trenet, avec une chanson de Jean-Jacques Doubou qui lui-même avait été parrainé par Trenet. Et c'est vrai qu'elle a fait une carrière dans la chanson étonnante. Ah oui, c'est... là, on entend un tout petit extrait de sa grande carrière et de chanteuse et de comédienne aussi, parce que c'est vrai que toute une génération a été bercée par sa voix, une voix très reconnaissable. Et puis Piaf l'aimait beaucoup. Oui, elle a même eu la joie de la rencontrer parce qu'elle l'aimait beaucoup aussi, donc je pense qu'elles avaient de l'estime réciproque l'une pour l'autre, et elle a même eu la chance de faire un dîner chez elle alors que Piaf était morte depuis quelque temps, un dîner organisé par Théo Sarapo, et que Théo voulait faire avec Edith, et Edith est décédée quelque temps avant. Il a voulu faire ce dîner malgré tout, et à la place d'Edith, il y avait un joli petit bouquet de violettes. Alors, pour parler un peu de votre mère, avant de parler de vous, parce qu'elle mérite qu'on parle d'elle, il faut savoir qu'elle a démarré au Petit Conservatoire de Mireille. Elle a été une élève, Petit Conservatoire qui est une idée de Sacha Guitry au départ, qui a conseillé à Mireille de faire un petit conservatoire. Ah ben ça, je savais pas. Voilà, j'apprends quelque chose. Pour 6 mois, et ça a duré 30 ans. Donc, elle est comédienne, tragédienne, elle a travaillé avec Robert Hossein et Jérôme Savary, c'est-à-dire deux géants. Oui, entre autres, avant, elle a travaillé avec beaucoup de gens aussi, parce qu'elle a fait Saint-Étienne, elle a fait La Rue Blanche, enfin voilà, elle a un vrai parcours de théâtre. Elle a travaillé au Théâtre de la Ville, à l'Athénée, enfin dans des grands théâtres aussi, qui sont aujourd'hui des théâtres publics, comme on dit, mais voilà, c'est quelqu'un qui a aussi un grand parcours d'actrice. Et moi, je me souviens d'elle avec Marc Lavoine dans Cabaret de Jérôme Savary à Mogador. Alors, Savary, à l'époque, répétait 4 spectacles en même temps, dont un en Allemagne, donc tous les jours, il passait de l'un à l'autre. Il s'est juste trompé sur le nom d'un assistant et il venait saluer le soir. C'était Jérôme, voilà. Quoi. Et Robert Hossein aussi, bon, il y a eu des bas-fonds, et surtout, et vous avez joué ensemble, je crois, dans cette fresque monumentale qui était Ben-Hur. On peut le dire, une fresque monumentale. Alors c'était drôle parce que j'aime beaucoup votre petit mot d'introduction, Jacques, sur les références footballistiques. Et maman a eu une grande fierté, non seulement de travailler avec Robert, qu'elle connaissait bien sur Ben-Hur, mais surtout de pouvoir parcourir le Stade de France en courant. Voilà, tel un footballeur accompli. Et c'est un très beau souvenir qu'on a toutes les deux. C'était Ben-Hur était monté au Stade de France, et je crois qu'elle était la mère de Ben-Hur. Et moi, j'étais la sœur. Voilà, exactement. C'était un truc de fou, il fallait le faire. Il y a eu un Ben-Hur déjà qui a été monté sous un chapiteau en 59 par le Grand Cirque de France, par Grus. Ça a fait 3 ans de tournée, mais là, c'était pas aussi fabuleux que ça. Non, là, on a fait 5 représentations, à chaque fois devant 60 000 spectateurs. On a eu 2 mois de répétition, et c'était incroyable de jouer ça avec toujours la précision de Robert et son œil acéré. Et voilà, c'est un souvenir humain énorme. Alors, Gaëlle Billaud-Dano, il y a votre mère aussi qui a créé une chanson qui a ensuite fait le tour du monde. C'est-à-dire que cette chanson de Jacqueline Dano, votre mère, a été reprise par Barbra Streisand. Oui. C'est incroyable ça. Enfin, je sais pas si ça vous fait cette impression, et c'est pas parce que c'est ma mère, mais moi quand j'entends cette chanson, j'ai les poils sur les bras qui se hérissent. C'est incroyable. C'est vraiment une interprète. C'est vraiment une immense interprète. Oui, mais en même temps que Barbra Streisand reprête une chanson de Jacqueline Dano, c'est un fait unique dans l'histoire de la chanson. Oui, certainement. C'est vrai, j'y ai pas pensé, mais oui. Alors, finalement, il y a eu un problème, c'est que ça vous a donné envie de faire un autre métier. Alors voilà, c'est-à-dire que je pense que quand on a des parents
un parent comédien, soit on embrasse tout de suite la même carrière, soit au contraire on décide de se démarquer totalement différemment, et c'est ce que j'ai choisi de faire. Au départ, vous pensiez être comédienne, ou votre maman souhaitait que vous soyez un peu comédienne ou chanteuse, non? Alors pas du tout. Pas du tout. En fait, elle m'a fait chanter un petit peu quand j'étais petite dans des disques, dont un disque avec Alain Souchon, de Pierre et le Loup. Oui. Un disque qui a été enregistré comme ça. C'était un très joli souvenir, mais moi j'avais absolument pas du tout envie de faire ce métier. À chaque fois qu'on me disait, mais alors quand tu seras grande, tu seras comme ta mère, et je disais toujours non, jamais, ou alors si un jour je fais ce métier, je serai derrière. Exactement. Voilà. Et alors, il faut savoir aussi que votre mère était souvent absente parce qu'elle chantait au Japon, en Allemagne, en Pologne, en Russie, partout. Oui, et puis même quand elle était à Paris, souvent elle jouait au théâtre, et puis ensuite elle allait au Don Camillo pour retrouver ses camarades, pour chanter. Donc c'est vrai que j'avais une maman que je voyais assez peu. Et elle avait la précision de Barbara. Je me souviens d'avoir fait une émission de télévision avec elle sur Mireille. Elle avait exigé d'avoir une chambre d'hôtel la veille pour se concentrer sur la chanson qu'elle devait interpréter à la télé. C'est quelqu'un qui a toujours été très exigeant, et quand j'en parle avec ses musiciens avec qui elle a fait des grandes tournées au Japon, ils en gardent un souvenir finalement extrêmement ému, et ils ont adoré travailler avec elle parce que ça a toujours été une meneuse d'équipe, voilà. Ma mère. Elle est toujours en pleine forme, on la salue. Oui, bien elle sûr. Nous écoute. Maman, on t'embrasse. Et je pense que vous avez acquis sa rigueur finalement. Je pense que ça vient effectivement en partie d'elle. C'est pas une Bretonne pour rien, donc il y a un côté un peu ancré dans la pierre et assez rigoureux. Et puis il y a aussi mon premier métier qui m'a donné aussi une forme de rigueur. Voilà, ça on va en parler tout à l'heure à travers une autre date importante pour vous, le 27 avril 2015. A tout de suite sur Sud Radio avec Gaël Billot-Dano. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Gaël Billot-Dano. On parlera tout à l'heure de la journée de la jupe que vous jouez au théâtre à partir du 18 au Bélier. Et là, on va revenir sur une date clé pour vous, c'est le 27 avril 2015. Ça vous dit quelque chose? Les Folies Bergères. Un soir aux Folies Bergères, une nuit des Molières. Oui, ça me dit quelque chose, bien sûr. Vous êtes nommé pour le Molière de la révélation féminine pour Célimène et le Cardinal. Exactement. Alors ça, vous n'allez pas avoir le Molière, mais je pense que c'est quand même un très beau souvenir. C'est plus qu'un beau souvenir, c'est un vrai cadeau en fait. Un cadeau à plusieurs titres. D'abord parce que on n'a pas toutes, en tant que comédienne, la chance de pouvoir être nommée au Molière. Parce que je m'y attendais pas du tout, et que c'est un rôle que j'ai vraiment adoré jouer. C'est un cadeau que m'a fait Jacques Rampal, que j'avais rencontré quelques temps avant, qui m'avait proposé de jouer Célimène et le Cardinal. Et puis aussi parce que quelque part c'est aussi une nomination qui m'a libérée, en tout cas qui m'a assise, qui m'a légitimée, mais juste surtout pour moi-même en fait. Voilà. Le fait d'avoir la reconnaissance de ses pairs a débloqué quelque chose en moi, certainement. C'est-à-dire que cette pièce, vous la connaissiez, vous l'aviez vue enfant, je crois. Je l'avais vue quand elle avait été créée par la magnifique Ludmilla Michael et l'incroyable Gérard de Sarthe à la Porte Saint-Martin. J'étais avec mes parents à l'époque, j'avais vu cette pièce et je m'étais dit, si c'est ça le théâtre, alors là, vraiment... Ça, c'est incroyable. Et ça, un jour, je veux faire ça. Et alors, justement, dans un dîner, vous écoutez une conversation. C'est comme ça que vous allez décrocher le rôle, je crois, Gaël. En fait, on se retrouve à un déjeuner, plus exactement, après une lecture. Et à l'autre bout de la table, il y a Jacques Rampal, que maman connaissait, puisqu'en fait, elle était très copine avec Morchouane. Ils avaient fait toute une série de bandes dessinées. Oui, car il était caricaturiste. Caricaturiste, voilà. Une bande dessinée qui caricaturait les politiques, entre autres. Et avec Jacques, on parle lors de ce déjeuner. Et puis, on devient copain, et puis il vient me voir jouer, et à l'issue de la représentation d'un tramway nommé Désir qu'il avait vu, que je jouais à l'époque, il vient me voir et il me dit, écoute, j'aimerais vraiment qu'un jour tu joues Célimène et le Cardinal. Alors j'ai dit, ah bon, voilà. Et un jour il m'a appelé, il m'a dit, écoute, j'ai la possibilité qu'on fasse une tournée en Inde. On a commencé donc par une tournée de 3 semaines en Inde, où on a joué cette pièce incroyable, parce que quand même écrit en alexandrin auprès d'un public qui ne parlait pas français, donc surtitré en anglais, et ça a été le début de l'aventure. Alors, une aventure qui aurait pu ne pas débuter, puisque vous étiez juré de ne pas faire ce métier. Vous avez fait une préparation d'école de commerce, vous avez fait une école de commerce, et vous avez tout de suite trouvé un travail au Figaro, à la publicité. Je vous croisais dans les couloirs régulièrement, et vous montiez en grade. En fait, j'ai commencé au Figaro Grandes Écoles en vendant de l'espace publicitaire, c'est exact. Oui. Et puis voilà, et puis petit à petit j'ai fait mon chemin, j'ai fini directrice adjointe du Figaro Grandes Écoles, et puis après je suis restée dans le groupe
Je suis passée directrice adjointe de la Solitaire du Figaro. Je me suis occupée de la promotion du Figaroscope. Et on avait la chance, effectivement, de se croiser régulièrement, Jacques, dans les couloirs de cette grande maison, quand même. Alors, qui était un immeuble historique rue du Louvre, qui n'existe plus aujourd'hui. Et non. C'est-à-dire qu'il y avait, au 5e étage, Paris Soir avait été créé, avant la guerre, par Jean Prouvost et le jeune Pierre Lazareff. Et à la fin de la guerre, le premier numéro de Libération, mais celui d'Emmanuel Dacier de la Vigerie, était dans cet immeuble aussi. Et ensuite, ça a été Hit Magazine dans un genre différent. Oh là là. Donc il y a plein de choses qui sont passées avant qu'on y soit. Alors ensuite, vous êtes repéré par une société de promotion de marketing qui veut s'installer en France. Exactement, une société qui était à Londres, qui était l'agence de promotion de Disney à Londres et qui veut ouvrir une filiale et qui me contacte, on se rencontre et voilà, je décide de tenter l'aventure. Moi, j'ai toujours aimé un peu sortir du cadre. C'était quelqu'un que j'ai rencontré à une table de café et c'est vrai que c'était un peu un challenge et ça a été un challenge relevé parce que pendant 5 ans, ça a été aussi une très très belle aventure. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans la journée de la jupe, on est dans le plus proche de Disney. Oui, exactement. Disney et entre autres films, mais on a beaucoup travaillé avec Disney entre autres et le cinéma. Mais c'est vrai que moi, en fait, c'était une façon, je m'en aperçois maintenant avec le recul, de m'approcher de façon insidieuse de tout ce qui était touché à l'artistique et du cinéma, mais en étant autour, en ne le faisant pas. Et puis, vous êtes tellement occupé qu'à plusieurs reprises, vous refusez, Gaëlle Billaud-Dano, d'accompagner une amie à la salle Pleyel où il y a des cours de théâtre. Oui, un jour, elle me harcèle gentiment pour que je prenne des cours avec elle. Elle ne voulait pas y aller toute seule. Elle me dit, mais avec le métier que tu fais dans la communication, ça va te servir. Viens donc faire des cours de théâtre avec moi. Et voilà, et je la suis. Et c'est le début d'autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense qu'il s'est passé simplement que, voilà, quand on est un enfant de la balle, quand on a grandi dans les coulisses d'un théâtre, quand on a, je pense qu'au fond, cet amour que j'avais pour le théâtre et puis cette vocation, elle était en moi, sauf que je me l'étais vraiment interdite, sûrement en partie parce que ma mère était comédienne. Voilà. Et là, donc, du tout au tout, vous déménagez, vous changez de vie, vous quittez votre bureau et vous vous consacrez au théâtre. Voilà. Ça a pris 2 ans quand même parce que je l'ai un peu réfléchi, comme Oui. j'étais quelqu'un de peut-être encore plus mesuré que maintenant. J'ai un peu réfléchi à la chose parce que c'est pas rien de quitter une carrière dans le marketing bien assise pour se lancer dans un milieu que je connaissais puisque ma mère elle était, donc je savais aussi les difficultés à être comédien et l'implication que ça demandait. Mais voilà. Et vous aviez un avantage, c'est la rigueur du travail que vous avez enseigné vos études. Vous comme moi, Jacques, on sait combien nos parcours nous ont aidés aussi après dans notre cheminement et qu'on sait aujourd'hui que dans les métiers artistiques, il suffit pas simplement d'avoir du talent, mais il y a aussi tout l'à côté qui est important. Et puis, oui, c'est vrai que ça m'a aidé parce que moi, j'ai toujours aimé la communication, j'ai aimé rencontrer les gens et j'ai aimé aussi être meneuse et être à l'initiative de projets. Et je pense que mon parcours m'a aidé là-dedans aussi. Voilà. Alors, vous n'êtes pas seulement comédienne, vous avez fait d'autres choses et quelqu'un a beaucoup compté dans votre vie. Très bizarrement, ce que j'ai fait en premier, c'est de la télé. Pierre Santini. Ma première télé, je l'ai faite en 1956. Pierre, je lui dis, écoute, t'es mon parrain de théâtre. Il me dit, écoute, si tu veux. Je l'ai encore eu au téléphone il y a 2 jours. Oui, il est à l'Olympia, je crois. Il était la semaine dernière à l'Olympia pour un spectacle avec Paolo Conte. Ouais. Et il va jouer à l'Archipel un spectacle où il va chanter Paolo Conte. Il adore Paolo Conte et Pierre, c'est un homme de cœur. Pierre, c'est un homme qui, alors que je n'avais encore pas fait grand-chose, m'a donné ma chance en tant qu'assistante. Et quand il a eu le Théâtre Mouffetard, c'était 1 an. Je l'ai rencontré 1 an avant qu'il ait le Mouffetard. Et sur la première pièce qu'il a montée au Théâtre Mouffetard en tant que directeur, il m'a prise comme assistante. Et puis après, Mariage blanc, je crois. C'était Mariage en blanc. Oui. Et ensuite, j'ai joué 4 fois au Mouffetard. Et il me dit, mais t'as joué plus que moi, toi, t'es la sociétaire du Théâtre Mouffetard. Oui. Effectivement, au départ, vous acceptez d'être en coulisses alors que d'autres comédiennes attendent que le rôle vienne. Oui, mais en fait, moi, j'ai toujours trouvé très intéressant quand on fait un métier ou un parcours de connaître les différents métiers qui sont autour. L'assistanat m'a plu, la mise en scène me plaît, la production me plaît, la direction d'un théâtre me plaît. J'ai fait de la programmation aussi au théâtre de Conflans-Sainte-Honorine pendant 3 saisons. J'ai programmé le théâtre et voilà. Et ça enrichit. Chaque expérience m'enrichit en tout cas et m'intéresse. Oui, le théâtre de Conflans-Sainte-Honorine, c'était le théâtre Simone Signoret, Exactement. je crois. Simone Signoret, qui, quand elle faisait de la promotion, appelait ça faire les cuivres. Je ne sais pas si vous savez. C'était son expression. Alors, le théâtre Mouffetard, c'était dans une des dernières rues de Paris, à l'abri de la pollution, avec un théâtre. Il paraît qu'il y a un trésor de 3556 pièces d'or au numéro 53 qui est affiché et qui a été découvert par des terrassiers voici quelques décennies. Ah bon ? Si un jour vous retournez là-bas, il est protégé, il y a ce trésor.
Ah, très bien. Voilà, c'est ce que disent en tout cas les guides. Alors, à propos de guides, vous, votre circuit, il n'est pas au départ très médiatique. Vous avez monté votre univers petit à petit, Gaëlle Billaud-Dano. Oui, parce qu'en fait, mon objectif, c'était pas de la médiatisation. En fait, c'était tout d'un coup, quand j'ai senti cette nécessité de faire ce métier d'actrice. Je l'ai fait un peu comme l'a fait ma mère aussi au départ, c'est-à-dire comme un artisan. Moi, j'ai toujours aimé défendre des textes. J'ai eu la chance, parce qu'il faut aussi beaucoup de chance dans ce métier. Et ne rien lâcher. Et vous n'avez jamais rien lâché. Non, mais parce qu'à un moment donné, quand il y a une nécessité de faire quelque chose et qui s'impose, et puis surtout quand on a la chance de faire un métier qu'on aime, je pense que ça aide à passer beaucoup d'écueils et beaucoup de difficultés. Mais quand même, il y a des pièces que vous avez jouées plus de 350 fois, comme Célimène. Célimène, 350 fois, avec Pierre Azéma et après avec Didier Brice, grâce aussi à des gens comme Didier Caron ou Christophe Ségura qui ont programmé cette pièce dans leur théâtre à Paris, et puis des grandes tournées, et puis l'écriture de Jacques Rampal, incroyable, cette pièce qui parle à beaucoup de gens et qui est vraiment un petit bijou. Oui, j'ai joué L'échange 120 fois, j'ai joué Le jeu de l'amour et du hasard mis en scène par Xavier Lemaire près de 200 fois. C'est aussi la chance du théâtre. Et en particulier du théâtre privé, parce que dans le théâtre public, c'est des exploitations plus courtes, mais dans le théâtre privé, quand on a un succès, c'est quelque chose qui peut nous mener loin, et on n'en a jamais fait le tour d'un rôle, oui. En fait. On n'a jamais fait le tour d'un rôle, et en plus dans un style très particulier, parce que vous jouez ce que vous aimez, ce qui est rare aussi, Gaëlle Billaud-Dano. J'ai la chance qu'on me propose des rôles passionnants, qui racontent des choses et qui me parlent et qui résonnent en moi et avec ce que j'ai envie de dire. Donc c'est merveilleux. C'est pas le plus facile, mais c'est ce qui vous plaît. Exactement. Alors, la comédie, il n'y en a pas beaucoup, mais j'ai quand même trouvé une comédie. Votre premier rôle à la télévision, c'est dans Ivre-mort pour la patrie du professeur Choron. Oh, mon Dieu, mais quelle histoire. J'ai même pas retrouvé d'image là-dessus. L'autre fois, j'ai essayé de chercher parce que je me dis, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je faisais avec Choron dans Ivre-mort pour la patrie? Je crois que je faisais, excusez-moi l'expression, une pute, comme il y en avait beaucoup chez Choron. Oui. C'était ça. Assis sur les genoux d'un soldat. Enfin, j'ai des souvenirs assez... Comment vous êtes arrivé là-dedans? Je ne me souviens même plus, honnêtement, Jacques. Mais j'en garde un souvenir ému. Voilà. Et Choron, il faut savoir que les premiers numéros d'Harakiri étaient vendus par Colportage, et le format était de moitié de celui du journal actuel, parce que quand la police arrivait pour les arrêter, ils avaient le temps de le cacher dans les sacs. Et Choron vendit quelques-uns en buvant des coups avec les clients, donc c'était quelque chose. Ouais. Et il y a eu des séries télé, parce que vous avez quand même fait Profilège, Engrenage, La Crime. On vous voit régulièrement, ça aussi. Oui, je fais un peu de télé. Je fais ce qu'on appelle joliment des guests. Voilà, des jolis guests dans des séries, les derniers étant dans section de recherche, Profilage et Engrenage, en effet. Et à chaque fois, ça vous apprend quelque chose? J'aime beaucoup, j'aime de plus en plus d'ailleurs. Je crois que j'ai choisi délibérément le théâtre parce que j'aimais ce côté aussi cocon et puis rapport direct avec le public, et de plus en plus, je prends du plaisir à faire de la télé et j'espère bientôt du cinéma. Écoutez, on ne sait pas pour l'instant, on en est au théâtre. On va en reparler dans quelques instants à travers une autre date, le 18 janvier 2020. A tout de suite sur Sud Radio avec Gaëlle Billaud-Dano. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Gaëlle Billaud-Dano, avec ce 18 janvier 2020, première au Théâtre des Béliers de la Journée de la Jupe. Alors la Journée de la Jupe, Arte s'en souvient parfaitement, parce qu'ils ont fait une audience record, je crois, avec le téléfilm avec Isabelle Adjani. Et là, c'est une adaptation au théâtre. C'est l'adaptation du film, l'adaptation faite par le réalisateur lui-même, Jean-Paul Lilienfeld, qui a fait cette adaptation, donc qui est très fidèle au film qui est sorti il y a 11 ans. Je dirais un film qui était déjà très théâtral, puisqu'il y avait une unité de lieu dans cette classe entre les élèves et cette prof, avec évidemment la présence de l'extérieur, mais je dirais que la tension dramatique, elle était essentiellement à l'intérieur. Alors, c'est une pièce dans laquelle vous jouez une professeure de français qui est dans une école sensible, dirons-nous, et qui va avoir quelques soucis. Oui, sans dévoiler trop pour ceux qui n'ont pas vu le film et qui viendraient voir la pièce. En fait, c'est le début, c'est vraiment part d'un accident. En fait, c'est une prof qui est un peu à bout de nerfs parce que au quotidien et depuis plusieurs années, elle vit un contact avec des élèves qui se durcit et qui rend de plus en plus difficile la possibilité d'exercer le métier de professeur. Donc, elle est un peu à bout de nerfs, et un jour, un peu plus difficile qu'un autre, elle trouve dans le sac d'un de ses élèves une arme à feu, elle s'en saisit et par accident blesse un élève, et là, elle s'aperçoit que tout d'un coup,
avec cet instrument de pouvoir et de violence, elle peut réussir à faire court. Et tout par-delà. C'est un sujet qui a été traité il y a 11 ans, mais qui est de plus en plus d'actualité. Oui, j'ai envie de dire malheureusement. En fait, il était très présent il y a 10 ans, 11 ans, quand Jean-Paul a fait le film. Il a eu d'ailleurs beaucoup de mal à faire le film, et il faut saluer Arte qui a eu le courage de le suivre sur cette aventure. Personne ne voulait le faire. Au cinéma, en tout cas, tout le monde trouvait le sujet absolument génial, mais personne n'avait le courage d'y aller en disant « Non mais tu comprends, c'est un sujet sensible, on peut pas parler de ça, etc. » Et donc, il l'a fait comme un téléfilm, avec un budget de téléfilm, et le succès a été tel, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'après, c'est sorti en salle. Mais au départ, ça a été vraiment compliqué pour lui. Et personne ne voulait le suivre. Donc, aujourd'hui, je dirais, comme malheureusement la situation ne s'est pas arrangée, elle s'est même empirée. Elle a même peut-être empiré, en tout cas dans certains endroits. On est obligé d'en parler, et les médias en parlent. Et donc, il y a un tout petit peu moins de silence autour de tout ça. Alors, en fait, les élèves, effectivement, ne savent pas toujours grand-chose. Dans les années 60, Jean-Charles, avec la foire au cancre, publiait des mots d'enfants dans le genre l'angle droit à bout à 90 degrés, mais ça, c'est fini. Et aujourd'hui, dans des copies, par exemple, j'ai trouvé sur Facebook une étude de l'Assommoir de Zola, en 3e, dans la chambre de Gervaise. Des lambeaux tombent du plafond, et lambeau, pour un élève, c'est une Lamborghini. Mais il hésite parce que Gervaise n'a pas assez d'argent pour acheter une Lamborghini. Il y a quand même du boulot. Oui, mais au-delà de ça, et je pense qu'il y a un gros problème de rapport entre les profs et les élèves. Je pense qu'aujourd'hui, on est en perte de repères un peu partout, et en particulier dans les régions, parce qu'il n'y a pas que dans les banlieues, hein. Il y a aussi des régions, moi j'ai des amis de ma famille qui sont profs à Roubaix, il y a des régions de province qui ne sont pas du tout favorisées non plus, dans lesquelles il y a une perte totale de repères. Les enfants ont besoin d'avoir ces repères qu'ils n'ont pas, et je pense qu'il y a un gros problème de dialogue aussi. Vous avez, avant de jouer ce rôle, rencontré des professeurs, Gaëlle? J'ai rencontré, j'en ai dans ma famille, donc c'était facile de les rencontrer et d'avoir leurs témoignages, mais j'ai aussi appelé des collègues à eux, évidemment, j'ai enquêté, j'ai voulu avoir des vraies paroles, et c'était important. Et puis, je ne sais pas si vous vouliez qu'on en parle maintenant ou plus tard, mais on a été récemment jouer ce spectacle à Sarcelles, on a joué devant 250 jeunes de 14-15 ans, c'était passionnant. Et il y avait des profs aussi, et je pense que ça fait du bien à tout le monde, c'est de pouvoir libérer la parole autour de sujets aussi sensibles que ça. Oui, et la réaction des enfants, justement? Elle est super. Elle est super. Moi, il y a une petite qui m'a dit, j'ai adoré. Elle m'a dit, Madame, vous m'avez fait pleurer. Mais vous étiez prof avant d'être comédienne. Alors j'ai dit, non. Elle me dit, vous devriez. Alors, comment vous êtes-vous retrouvée, Gaëlle Billaud-Danou, dans cette aventure de la journée de la jupe? C'est un cadeau. Je jouais à Avignon il y a 2 ans, Trahison, d'Harold Pinter, mis en scène par Christophe Gans, et Frédéric Fage, avec Marie-Paul Enfonso, qui est une personne qui est à ses côtés, m'ont vu dans Trahison, et ils m'ont proposé le rôle. Et je les remercie parce que vraiment c'est un cadeau inestimable qu'ils m'ont fait en me proposant ce rôle. Et quand c'est Marie-Paul qui m'a arrêtée dans la rue en me disant Gaëlle, on a quelque chose à te proposer avec Frédéric Fage, le metteur en scène, la journée de la jupe. Mais moi les poils se sont dressés sur les bras. C'est ce que je dis à chaque fois, mais c'est la réalité. J'avais tellement aimé ce film et ça me paraissait tellement nécessaire de parler de ça aujourd'hui que je veux dire c'est... Oui, c'est inestimable. C'est vraiment un présent inestimable. D'autant plus que la journée de la jupe, elle existe vraiment. Elle a été créée au lycée technologique d'Étrelles, en Île-et-Vilaine. Oui, je crois que ça a été repris aussi dans le sud de la France. Après, c'est un mouvement qui n'a pas été tellement suivi, mais en tout cas, ce qui est chouette, c'est de voir à travers des événements comme ça, la solidarité entre les garçons et les filles aussi, ça fait du bien. Oui, parce que justement, au départ, c'était jupe obligatoire pendant une journée pour que justement on soit dans une société à peu près normale. Oui, en tout cas que peut-être les garçons ressentent par cette symbolique ce que ça fait aussi, mais au-delà de ça, c'était plus on a le droit de s'habiller comme on veut aussi. Alors, il y avait Isabelle Adjani, assurer la relève d'Adjani. C'est pas simple, Gaëlle Billaud-Danou. Oui, elle est incomparable, donc de toute façon, voilà, partant de là, c'est dit. J'avoue que quand on m'a proposé le rôle, heureusement que j'y ai pas pensé, parce que si j'y avais pensé, je sais pas si j'aurais accepté le rôle. Mais il y a un moment donné une nécessité qu'un sujet existe sur scène, et je crois que c'était ça qui primait avant tout, et que quand on m'a proposé le rôle, j'ai même pas pensé mais qu'est-ce qu'on va dire de moi, qu'est-ce que vont penser les journalistes, comment je peux reprendre ce rôle après Adjani. Non, il y a juste une nécessité après de dire des choses
sur une scène, de libérer la parole, d'échanger avec les gens et de porter voilà, sur scène. C'est aussi pour ça qu'on fait ce métier, je pense tous, nous artistes, c'est de porter sur scène des sujets d'aujourd'hui tellement actuels et tellement nécessaire. Alors, il y a un point commun entre Adjani et votre famille, puisque Jacqueline Dano et vous-même avez joué avec Robert Hossein, et qu'Adjani a débuté à Reims avec Robert Hossein parce que sa famille s'était installée à Reims quand elle avait 14 ans. C'est déjà un point commun. C'est déjà un point. Vous l'avez rencontré, Adjani ? Je ne l'ai pas rencontré sur ce projet, je l'ai croisé un jour dans une boutique bio. Oui. Et je n'ai pas osé lui parler parce que voilà, j'ai une grande admiration pour elle. Mais est-ce qu'elle est au courant du sujet ? Est-ce qu'elle viendra voir la pièce ? Je ne sais pas, je pense qu'elle est au courant. Je pense qu'elle est restée en contact avec Jean-Paul Lilienfeld, puisque voilà, c'est le réalisateur du film. Et voilà, et avec un grand plaisir, si elle veut venir voir la pièce, bien sûr. Alors, un honneur. Ça a commencé au Festival d'Avignon, oui. Ensuite Sarcelles, et puis là, à Paris, au Bélier. Alors, je sais que c'est du mardi au samedi à 21h et le dimanche à 15h. Exactement. C'est une belle aventure. Comment c'est arrivé au Bélier ? C'est une aventure magnifique. Ils sont tous venus, les 3 ou 4 directeurs du théâtre sont venus les uns après les autres au Festival d'Avignon, puisqu'ils ont aussi les Béliers à Avignon, qui est un théâtre qui marche très bien. Moi, j'aime beaucoup la programmation des Béliers. Ce sont des gens qui sont audacieux, qui ont une belle programmation. En ce moment, à 19h, il y a le Porteur d'Histoire aussi, qui est un des succès d'Alexis Michali, qui sont des gens qui ont du nez. Donc, je suis assez fière qu'ils aient décidé de programmer la journée de la jupe au Théâtre des Béliers. Et puis voilà, c'est à partir donc de samedi et jusqu'à on ne sait pas. Voilà. Alors, il y a eu des polémiques quand le téléfilm est sorti, le film aussi. Est-ce que vous pensez que cette nouvelle version va déclencher des polémiques ? Mais toujours, et c'est bien. Au moins, ça fait parler des choses. Il faut discuter, il faut échanger, il faut parler. On est tous comme ça dans notre petit précaré. Il y aura sans doute des polémiques, peut-être moins qu'à l'époque, parce que c'est... Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, j'entendais encore ce matin parler du statut des profs. Il y a un vrai problème. Je trouve qu'aujourd'hui, on les valorise pas assez. Ils font un travail inestimable. Ce sont des gens qui sont charnières dans une société, dans l'éducation des enfants aussi. Aujourd'hui, une période où les parents sont un peu démissionnaires, malheureusement, parfois parce qu'ils n'ont pas le temps, ou parce qu'ils ont perdu aussi le contact dans le dialogue avec leurs enfants. Donc normalement, l'école est charnière dans l'éducation et majeure dans la construction d'une société. Je pense qu'il faut les valoriser, ces gens. Ils ne sont pas assez valorisés. Et vous valorisez aussi les femmes, car vous êtes une femme forte et qui joue des rôles de femme forte. Mais en même temps, vous défendez celles qui ont des faiblesses à travers des associations, des choses importantes pour vous aussi, Gaëlle Bailly. Oui, il y a plein de choses. Il y a Aux larmes citoyennes, qui est une association qui a été créée par mon amie Hélène Bizot, Vanessa Valence, voilà, pour la défense, pour le droit des femmes aussi. Il y a l'agence Négar, qui est une association pour défendre les femmes afghanes, dont on fait partie avec ma mère, justement. Voilà, enfin, il y a différentes choses comme ça. Vous avez posé en Marianne, je crois, pour Aux larmes. C'est pour Aux larmes citoyennes, voilà. Oui, on est plein de comédiennes à avoir posé en Marianne et avec des colombes. Et là aussi, c'est une idée qui se développe. Les problèmes des femmes, il y a quelques décennies, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, mais c'est pas seulement une question de problématique des femmes contre les hommes, c'est ça qu'il faut qu'on comprenne bien, parce qu'il y a aussi quelque chose qui est en train de se mettre en place, contre lequel il faut qu'on soit vigilante et vigilant, parce que le but, c'est pas qu'on fasse 2 sociétés, les hommes contre les femmes non plus. Il faut qu'on soit toujours ensemble, parce que le changement, il se passera, je vois chez les jeunes de 14-15 ans, le changement, il passera par les filles, mais il passera par les garçons aussi. Donc, c'est vraiment un changement qu'on doit opérer ensemble. Alors, des combats vous en menez, pour les autres, mais pour vous, ça, c'est une aventure particulière. Le Bélier, vous allez continuer, parce que maintenant que vous êtes dans cet univers, pas question de changer. Non, pas question de changer. J'ai besoin de raconter des choses qui me touchent et qui touchent les gens, et qui racontent des choses et qui défendent des choses. Et voilà, et il y a beaucoup de choses qui me mettent en colère aussi, et c'est bien parce que je peux l'expulser dans cette pièce. Oui, mais en même temps, effectivement, il y a cette pièce, il y a d'autres sujets, mais j'ai le sentiment que vous êtes quelquefois à contre-courant de certaines pièces faciles qu'on peut imaginer ou voir à l'affiche au théâtre. Contre-courant, je sais pas. Je pense qu'il en faut pour tous les goûts. Je pense que c'est nécessaire aussi de proposer des choses où les gens peuvent venir se distraire. C'est essentiel d'avoir des bouffées d'oxygène dans cette société qui est un peu anxiogène, justement. Et aujourd'hui en particulier, enfin en ce moment en particulier, où il y a beaucoup de conflits partout dans le monde. Il y a des choses difficiles qui se passent, pas que en France. Il faut pas l'oublier. Donc c'est important aussi que la comédie, les sujets, les pièces plus faciles existent, et qu'il y ait ce panel de possibilités pour le spectateur, voilà, de choix
dans ces divertissements. Mais c'est important que des pièces comme La Journée de la jupe existent et comme d'autres aussi qui portent des sujets que les gens aiment aussi, parce qu'on pense que non, les gens aiment aussi voir ça sur scène. Oui. Et quand vous faites, vous prenez un peu de recul sur votre parcours, vous dites que vous avez encore plein de choses à faire, Gaëlle. Mais plein, et puis j'espère que cette pièce va aussi, me voir dans cette pièce, ça va aussi susciter plein de désirs chez des metteurs en scène et des réalisateurs, d'avoir envie de faire qu'on fasse des choses ensemble, qu'on raconte des choses ensemble. Oui, il y a plein d'envies, puis avec Frédéric Fage, on a d'autres envies aussi, voilà, dont on vous parlera. Oui. Qu'en pense votre mère, Jacqueline Dano ? Alors, elle est très fière maintenant. Elle l'a très mal pris quand j'ai décidé de quitter mon métier beaucoup plus sérieux, en me disant mais comment tu quittes un métier sérieux pour faire ce métier, mais tu sais combien c'est difficile. Je lui ai dit oui, mais voilà, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Et donc la journée de la jupe, c'est à partir de samedi à 21h, du mardi au samedi et le dimanche à 15h au Théâtre des Béliers. Continuez ainsi, ne changez surtout rien. Merci, venez, surtout venez. On va venir. Merci Gaëlle Billot-Danou. Dans quelques instants, on retrouve Brigitte Lahaie et nous on se retrouve bien sûr demain pour d'autres clés d'une vie. Bonne journée, merci, à demain.